C'est vrai que ça fait des années qu'on peut déjà faire décoller ses performances commerciales grâce à l'IA. C'est génial, l'ampleur est énorme. Sauf que moi, ce que je constate, c'est que la grande majorité des directeurs commerciaux, ils ont du mal à franchir le pas et à implémenter ça vraiment correctement dans leurs équipes. En même temps, si on y réfléchit un peu, c'est normal. Parce que c'est la première fois qu'on leur demande de mettre en place quelque chose qu'eux-mêmes n'ont jamais connu dans leur carrière. Nous, quand on vendait avant, l'IA, ça n'existait pas. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir cette transition, même si c'est pas facile, parce que le potentiel, il est énorme, mais le problème, c'est que pour la plupart d'entre nous, c'est l'inconnu et avec l'IA, ça peut vite devenir hors de contrôle. Chez Katana, on a intégré l'IA dans des dizaines d'équipes commerciales maintenant et on a identifié 3 cas d'usage essentiels à intégrer de manière urgente pour rendre vos commerciaux plus efficaces, pour qu'ils vendent plus et plus vite. Dans la vidéo précédente, j'avais promis de vous en parler et je vais aussi le faire aujourd'hui en vous montrant comment implémenter ces cas en gardant tout le monde bien engagé sans perdre la moitié de l'équipe en route. Alors on commence tout de suite avec le cas d'usage le plus évident. La préparation des appels de découverte, c'est le point d'entrée idéal pour la plupart des équipes parce que avant chaque appel, aujourd'hui, les commerciaux ils passent en moyenne. Alors, on aimerait que ce soit 20, 40 minutes, 1 heure. Dans la réalité, c'est peut-être 5 minutes, parfois 0, parce que c'est trop chronophage, ils savent pas comment faire, ils sont perdus. Donc, ils cherchent leur secteur, normalement, les enjeux probables, le LinkedIn, enfin, moi, je vous passe la liste. Donc, du coup, dans les deux situations, j'ai un peu l'impression que soit ils le font pas, malheureusement, soit ils le font pas très bien. Et ils passent à côté d'ici d'énormément de valeur et d'énormément de différenciation à faire devant ses clients. Et ça, c'est dommage parce qu'on voit l'impact que ça a, une préparation qui est bien faite, un commercial qui a l'habitude de bien se préparer. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est le point commun de tous les commerciaux qui performent. On le sent, la différence. Et même si ça ne se matérialise pas par des informations supplémentaires dans le rendez-vous, ça se matérialise par une posture qui est totalement différente face aux prospects. Donc, il faut leur faire ça et l'IA va nous permettre de le faire. Enfin, l'une des raisons pour lesquelles c'est pas fait, c'est qu'une bonne préparation, c'est relativement long et c'est vrai qu'on gâche une partie du travail la plupart du temps qu'on peut pas réutiliser. Sauf que l'IA, elle fait ça en moins de 3 minutes. Donc, ça vaut le coup. Chez nos clients, par exemple, on a mis en place des outils qui, à partir d'un lien LinkedIn, voire de la réponse à un formulaire du prospect qu'on a en préqualification, et ben, ça va produire une fiche très structuré avec des insights précieux sur comment les commerciaux vont pouvoir aider leurs prospects à cheminer dans le rendez-vous, où en sont les compétiteurs par rapport aux prospects à qui vous parlez et les métriques clés, les arguments clés. Ça va permettre de réussir vos rendez-vous de vente. Et je peux vous assurer que ce type de use case, quand vous le débranchez des équipes commerciales, elles s'en rendent compte tout de suite et je peux le dire parce que quand on a eu des bugs, malheureusement on a des bugs parfois sur ces outils quand on les construit et que les équipes elles peuvent plus l'utiliser, on reçoit des tickets de support dans tous les sens et c'est là qu'on se rend compte que l'outil est réellement bien utilisé. D'ailleurs, je vous fais une anecdote à ce sujet. Il y avait, je ne sais plus dans quelle vidéo j'avais vu, une technique de CFO pour faire des économies sur les SaaS. Il disait, 1 ou 2 fois par mois, je coupe les abonnements des SaaS que je suspecte ne pas être utilisés dans l'équipe. Généralement, on les connaît un peu, c'est probablement la moitié. Et en fait, si j'ai pas de plainte au bout de 3 mois, je considère que le SaaS, il n'était pas utile et c'est comme ça que je fais des économies. Je referme la parenthèse, mais quand vous avez très vite un ticket de support, quand l'application IA que vous avez lancée ne fonctionne plus, c'est qu'a priori, les commerciaux les utilisaient. Donc, ce qui est génial ici, c'est que c'est le genre de valeur ajoutée qui est visible tout de suite. Le commercial, il arrive mieux préparé, il se sent plus confiant et ça, le prospect, il le ressent aussi. Il sent qu'il est plus assuré, il sent que c'est plus fluide, il sent que c'est plus rapide, plus véloce, plus personnalisé. Donc la qualité des rendez-vous va monter. Mais de l'autre côté, il y a aussi la productivité parce que je pense que le gain de temps, on passe de 1 heure à 10 minutes, même pas. Après, il faut quand même lire les choses et se concentrer pour avoir le même niveau d'information et probablement le même niveau de restitution face au client. Ça, c'est quand même très impressionnant comme premier cas d'usage. Mais il y a un autre cas d'usage qui est aussi très utile, c'est notre cas d'usage numéro 2. Vous le faites peut-être déjà, c'est évidemment le compte-rendu d'appel. Parce qu'après chaque appel, vos commerciaux, ils doivent résumer tout ce qui s'est dit, ils doivent mettre à jour le CRM, ils doivent rédiger un email de suivi auprès du prospect. Et donc, en pratique, ça prend entre 20 minutes et 1 heure et demie selon les commerciaux. Et surtout, c'est fait à moitié parce qu'on en a marre et voilà. Et c'est pas fait tout de suite. Avec l'IA, il suffit de dicter ce qui s'est passé ou de récupérer un transcript, beaucoup plus pratique. Et l'IA, elle va structurer un compte-rendu tel que vous l'imaginez, tel que l'équipe l'a défini. Elle va proposer des prochaines étapes et elle va remplir le CRM automatiquement. Donc, ça veut dire que sur chaque appel, vous pouvez gagner entre 20 minutes et 1h30 selon la complexité des deals et de l'appel qui aura été passé. Donc imaginez que vos commerciaux ils fassent 2-3 meetings par jour, le nombre d'heures que vous allez leur faire gagner et donc eux leur capacité à faire plus de deals autour de ça. Là on parle du chiffre d'affaires par commercial qui va augmenter grâce à ça. Il augmente parce qu'il y a des gains de productivité, j'arrête pas de vous parler de gains de temps, mais il augmente aussi parce qu'il y a des gains de qualité. Imaginez la différence si on pouvait faire l'email entre guillemets théoriquement parfait à chaque rendez-vous beaucoup plus rapidement, c'est le taux de conversion qui va se venir grappiller
quelques points de transformation à chaque fois. Admettons qu'on ne gagne pas de productivité, simplement augmenter le taux de victoire de vos affaires. Donc ça, il faut en tenir compte. C'est très difficile, je vous ai montré dans d'autres vidéos les études du BCG ou de Bain sur l'impact de la productivité que l'IA apporte dans les équipes commerciales. On voit que c'est énorme, mais en réalité, c'est assez difficile de jauger de bout en bout et de manière assez précise. Mais en réalité, on n'a pas besoin d'avoir le chiffre, on sait que c'est largement suffisant pour s'y investir. Et là, avec les exemples que je vous donne, on parle déjà de plusieurs heures gagnées par personne et par semaine. Donc, juste pour finir sur ce point de qualité, vous savez très bien qu'il y a certains commerciaux qui rédigent de meilleurs comptes rendus que d'autres commerciaux dans vos équipes. Imaginez qu'avec l'IA, vous allez pouvoir faire en sorte que tout le monde rédige les meilleurs comptes rendus tels que les meilleurs les utilisent et même peut-être au-delà. Et puis la dernière chose, c'est que vous améliorez leur réactivité. Avant, il pouvait se passer 48 heures entre la fin d'un meeting et d'un compte rendu. On sait que la vélocité, c'est clé en vente. Maintenant, alors on ne va pas le faire au bout de 5 minutes, mais on peut l'envoyer au bout de 2 heures. Et ça, c'est agréable pour le prospect, c'est utile. Avant de passer au cas d'usage numéro 3, je veux juste préciser une chose, c'est que évidemment, ce qui est produit par l'IA, il va falloir le retravailler. Mais c'est un tel gain de temps. C'est une structure qui est déjà préparée, c'est des idées qui sont déjà posées, qui font que à la fin, on a un contenu qui est tout à fait authentique. C'est pas parce que notre cher président de la République, il a des assistants qui leur permettent de préparer ses discours que ces discours, c'est pas les siens. Et vous, ce sera pareil avec vos emails. Donc il faut arrêter cette espèce de culpabilité inutile qui ne fait que vous mettre des bâtons dans les roues dans l'usage de l'IA. Voilà, donc maintenant on est prêt à passer au cas d'usage numéro 3. Si vous êtes dans une situation où il y a un certain volume entrant, l'IA, elle peut analyser les demandes et produire une première qualification selon le secteur, l'enjeu, le type d'adresse email, le type d'entreprise, avant même que vos commerciaux ils aient ouvert le dossier. Et grâce à ça, les commerciaux ils vont arriver sur l'appel de qualification avec un contexte déjà structuré. Ça veut dire que le taux de passage vers la démo, là aussi, va s'améliorer. J'ai le troisième cas qui me semble évident dans les équipes. Alors maintenant, la question, c'est comment on construit tout ça concrètement ? Une fois que vous avez choisi les cas d'usage que vous allez lancer, voici la séquence de construction. Là, je vais peut-être rajouter une couche d'IA dans l'IA, mais utilisez l'IA pour le faire. Étape 1, quand vous avez choisi votre use case, vous décrivez le processus actuel étape par étape. Et c'est là où je vous disais dans la première vidéo, j'invite à aller la regarder, ça va vous forcer à décrire exactement ce que font vos commerciaux aujourd'hui, en tout cas ce que vous aimeriez qu'ils fassent, et ça va vous montrer qu'il y a peut-être des trous dans la raquette, il y a peut-être des choses que vous n'arriviez même pas à expliquer à votre équipe et qu'il va vous falloir cette fois-ci, pour donner de bonnes instructions à l'IA, être capable de préciser et de donner des processus qui vont dans le détail. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir de très bons outputs. L'IA, c'est pas compliqué. Il y a une expression garbage in, garbage out. Si vous lui donnez quelque chose de faible qualité, elle va vous rendre quelque chose de faible qualité. Donc en général, quand l'IA vous répond quelque chose qui ne vous convient pas, c'est pas un problème d'IA qui est pas performante, c'est un problème vous de prompt et de manière de vous exprimer qui n'était pas suffisamment précise. Et une manière de réfléchir à ça, c'est un peu l'étape 2, c'est définir l'output idéal. À quoi ressemble un résultat parfait dans ce que vous êtes en train d'automatiser? Un compte rendu parfait chez vous, c'est quoi exactement? Quelles informations? Dans quel ordre? Avec quel niveau de détail? Si vous ne savez pas répondre à ça précisément, je répète, mais votre prompt, il va être médiocre et l'output du prompt aussi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est améliorer séparément l'output idéal avec de l'IA en lui demandant, par exemple, c'est quoi le compte rendu idéal d'un rendez-vous et discuter avec elle jusqu'à être à l'aise avec l'output idéal. Et c'est seulement quand vous avez l'output idéal que vous allez pouvoir rédiger le prompt qui va permettre de le construire. Donc vous faites les choses à l'envers. Une fois que vous avez votre output idéal, vous allez utiliser l'IA pour le critiquer et vous donner d'autres feedbacks qui vont permettre de l'améliorer. Attention néanmoins, ici je mets un gros disclaimer, vous êtes mieux placé que l'IA, votre pouvoir de jugement et de discernement est meilleur que l'IA parce que vous avez quand même beaucoup plus de contexte malgré tout sur vos clients, votre secteur, votre produit, votre culture d'entreprise. Pour l'instant, peut-être qu'un jour ça va changer. Et du coup, c'est à vous de prendre la décision finale. C'est pas parce qu'une IA il vous dit qu'il faut faire ça ou que ça c'est mieux que c'est forcément vrai. Je vous invite vraiment à y faire attention parce que parfois ça peut faire mal à la tête quand on discute avec des IA, j'en ai conscience. Donc faites-vous confiance. Au moment où je vous fais cette vidéo, ça reste vous les meilleurs pour discerner et faire vos choix quant à ce que vous devez décider de garder ou de ne pas garder au sujet de l'IA. Une fois que vous l'avez et vous en donnez les instructions, normalement l'IA elle va faire du bon travail et vous n'avez plus trop ce problème de jugement à avoir. Ce sera plus des choix de mise en forme et quelques précisions. Et ça va aller beaucoup plus vite qu'avant, évidemment. Une autre manière, évidemment, c'est de lui donner tous les comptes rendus que vous faites maintenant, sans avoir réfléchi à la question, ceux que vous trouvez chez vos commerciaux. Et encore une fois, vous lui donnez à critiquer, vous cherchez des benchmarks, vous allez, voilà. Et c'est comme ça que vous allez définir l'output idéal. Donc d'un côté, l'output idéal, de l'autre, le prompt pour le produire. C'est deux vases clos qu'il faut travailler, que vous pouvez travailler avec l'IA. Et sur cette partie du prompt, et c'est aussi l'étape 3 dans la construction du prompt, s'il vous plaît, soyez spécifique. Essayez pas d'aller au
plus rapide. Il y a un outil d'ailleurs qui permet de fabriquer des prompts qui vous fait gagner du temps qui s'appelle Prompt Cowboy. Je vous mets le lien dans la description. C'est quelque chose qu'on utilise parfois et qui vaut le coup si vous n'êtes pas trop habitué avec l'IA. Une fois que vous avez fait ça, étape 4, c'est le moment du test. Vous allez tester ce prompt sur vos propres cas de votre côté. Vous prenez 5 exemples réels, vous allez en chercher dans le CRM, vous faites tourner le prompt, vous évaluez l'output, vous ajustez éventuellement 2-3 choses. Il y aura forcément des erreurs dans le prompt. Et ce travail de calibration en amont, c'est ce qui va faire la différence entre une démo un peu ratée que les commerciaux vont tout de suite critiquer et quelque chose qui tient la route, quelque chose qui va être adopté et qui vaudra le coup aussi d'améliorer parce qu'il faudra encore l'améliorer derrière. Alors évidemment, moi je vous dis de faire tout ça, mais vous pouvez très bien avoir un membre de l'équipe, votre rôle c'est quand même de déléguer, qui s'en occupe et que vous supervisez. Pour moi, il faut surtout que vous supervisiez l'output idéal et que vous, en direct, vous validiez les 5 tests concluants que le prompt a pu vous donner à l'état de cap. Parce que cet output que vous validez, il sera utilisé at scale, donc il y a un grand impact. Maintenant, la vraie question, une fois que vous êtes passé par toutes ces étapes, c'est comment est-ce que vous le déployez dans l'équipe. Et je vous rassure, plus le cas d'usage que vous avez choisi il sera bon, plus faire ça, ce sera facile. Sauf que même les meilleurs cas d'usage, ils peuvent bloquer à cette phase. Parce qu'il y a une séquence précise, un ordre, que je vous conseille d'utiliser et qui va vous permettre d'aller vite, que ce soit adopté et de ne pas dépenser trop de ressources dans ces implémentations. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. La plupart des projets IA Sales, ils meurent parce qu'on a essayé de tout faire trop vite sur trop de personnes sans mesurer quoi que ce soit. La séquence qu'on applique chez Katana, ou plutôt c'est un dérivé que je vous propose, c'est 90-3. 90 jours en 3 phases. Et parfois vous pouvez le faire plus vite et nous on le fait plus vite par exemple évidemment. Par contre je vous conseille de ne pas faire plus que ça parce que au-delà le projet il peut s'essouffler. Donc la phase 1 c'est de J1 à J30. Vous prenez 2 ou 3 personnes maximum sur un pilote. Pas forcément vos commerciaux mais en tout cas vos plus curieux. Votre meilleur commercial il a peut-être trop à perdre à rentrer dans l'expérimentation. Donc vous prenez le plus curieux parce que lui il va jouer le jeu. Prenez un seul cas d'usage, celui que vous avez construit à l'étape précédente et une seule métrique. Par exemple, est-ce que ça leur fait gagner du temps sur cette tâche spécifique? Alors, c'est pas forcément le seul, vous pouvez en mettre 2, mais je vous conseille pas d'aller au-delà. Même si souvent c'est évident, essayez de mesurer en quoi ça fait avancer le business. Toutes les semaines, vous pouvez faire un mail, un enregistrement de 15 minutes pour expliquer en quelques lignes ce qui fonctionne pas et ce qu'on doit ajuster. Ça permet aussi de travailler en asynchrone. Et encore une fois, quand je dis vous, je vous encourage à déléguer cette partie à quelqu'un de votre équipe pour gagner du temps et les impliquer et garantir l'adoption. Ce pilote, il aura 2 objectifs. D'un côté, valider que le cas d'usage, il fonctionne dans votre contexte réel. Et de l'autre côté, produire des early adopters qui sont convaincus, qui prêcheront d'eux-mêmes la bonne parole à l'intérieur de l'équipe. Phase 2, J30 à J60. Ça, c'est l'ajustement. Vous avez des données, vous avez des retours terrain. Maintenant, vous devez affiner. Le prompt est-il assez précis? L'output est-il vraiment utilisé ou est-ce que c'est juste quelque chose qui a été copié-collé sans être lu? Est-ce que les variables d'entrée, elles sont trop longues à remplir? Et donc, il faut trouver un moyen de le raccourcir. Est-ce que l'outil s'intègre naturellement de manière fluide dans le workflow de vos commerciaux ou est-ce que ça crée encore une friction supplémentaire? Je dois ouvrir des outils, etc. Du coup, c'est aussi dans cette phase que vous allez documenter les bonnes pratiques. Donc, vous pouvez mettre 3 exemples d'output réussis, 2 exemples d'erreurs à éviter. Vous pouvez mettre un guide d'utilisation en une seule page. Quand vous aurez fait ça, vous pourrez passer à la phase 3 de J60 à J90, c'est le déploiement. Maintenant, vous étendez. Vos early adopters, ils vont devenir vos relais. Et donc, ce sont eux qui vont présenter l'outil au reste de l'équipe. Pas à vous, faites attention. Si c'est eux, ce sera beaucoup plus confortable pour vous et surtout, ce sera beaucoup plus efficace. On parle beaucoup d'adoption depuis le début, mais c'est vraiment clé dans des projets comme cela d'intégration IA. Et finalement, cette démarche, c'est un petit peu comme avec vos clients. Quand un père dit à un autre, ça m'a fait gagner 45 minutes par jour, c'est beaucoup plus crédible que quand c'est le VP Sales qui dit « Ah ben vous allez voir, ça va changer votre façon de travailler ». Mais d'ailleurs, avant de déployer quoi que ce soit, vous avez une décision à prendre, décision qui va conditionner votre budget, votre vitesse et votre capacité à maintenir votre outil dans le temps. La décision, après avoir fait tout ça, finalement, c'est est-ce que vous achetez un outil existant ou est-ce que vous le construisez en interne? Et là, c'est hyper dangereux parce que je sais que c'est très tentant de le faire soi-même avec l'IA. Alors, build or buy, comment trancher? Ça, c'est une décision que beaucoup de directeurs commerciaux ou sales enablement y remettent à plus tard parce qu'elle implique des arbitrages et aussi de la politique interne. La DSI d'un côté, le budget de l'autre et souvent, il y a aussi une conviction personnelle sur ce que l'entreprise devrait faire. Et ça, c'est très difficile à gérer. Donc, voici comment moi, je vous propose de trancher cette question facilement. La première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous pouvez le faire vous-même en moins d'une demi-journée? Si c'est non, vous commencez par acheter. Acheter maintenant, ça ne veut pas forcément dire acheter toujours et être bloqué. Mais l'avantage d'acheter, c'est que vous allez pouvoir voir comment l'outil est construit. Vous allez pouvoir vous inspirer pour ce que vous voulez reprendre par la suite, voir ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire. Et puis,
À côté, si vous sentez que ça a du sens, fabriquez progressivement votre outil, mais en ayant la conviction que ça va être utilisé et utile pour l'équipe. Et tout ça, sachant que c'est assez peu probable que vous fassiez mieux que ce que vous avez acheté. Et c'est assez fort probable que si vous avez sélectionné le use case, il y aura de toute façon de la rentabilité, parce qu'ici, on ne parle pas de minutes. Généralement, on parle d'heures gagnées par use case. Et encore une fois, je ne parle que de l'aspect productivité, parce que l'autre aspect qui est moins quantifiable, de la qualité, c'est énorme. La limite, par contre, de l'outil acheté, c'est parfois le manque de personnalisation. Et c'est là qu'on peut avoir une incentive, je trouve, à fabriquer ses propres outils. C'est le choix qu'on fait souvent chez Katana aussi, parce qu'on maîtrise ça. On maîtrise ça parce qu'on pense qu'on doit être des acteurs qui connaissent très bien l'IA pour pouvoir bien accompagner nos clients. Et donc, on se l'est appliqué à nous-mêmes. Et donc, la plupart de nos outils IA, ce sont des outils internes qu'on a fabriqués nous-mêmes et qui nous ont permis de monter en compétence aussi sur la question. La question numéro 2 que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que votre cas d'usage, il est suffisamment spécifique à votre processus pour qu'aucun outil du marché ne le couvre? Si c'est oui, vous faites. Si c'est non, vous achetez. Le marché des outils IA pour les commerciaux, il est en explosion en ce moment. Il y a des dizaines d'acteurs qui construisent exactement les cas d'usage auxquels vous pensez probablement. À plein temps, ils sont sur ces projets avec des ingénieurs qui sont largement meilleurs que vous. Donc ces gens-là, vous ne les battrez pas en interne sur des cas d'usage génériques, donc achetez-les. Question 3, est-ce que vous avez plus de 50 commerciaux et un process suffisamment mature pour justifier un développement sur mesure? Si oui, là, construire peut avoir du sens. Pas pour le premier cas d'usage, mais plutôt pour le troisième ou le quatrième. Une fois que vous avez validé ce qui fonctionne vraiment chez vous. Encore une fois, règle générale, si l'usage dépasse une demi-journée, commencez par acheter, toujours, même si vous pensez que votre cas d'usage est trop spécifique. Achetez, validez, mesurez. Si l'outil du marché il atteint 80% de ce dont vous avez besoin, je pense que c'est suffisant pour commencer. Les 20% restants, ils ne justifient pas toujours, c'est à vous d'arbitrer évidemment, mais les 6 mois de développement interne qui vont avec. Soit dit en passant, il y a énormément d'outils IA gratuits qui vous permettent de faire les 20-80 de l'IA dans vos équipes et vous serez rarement obligé de l'acheter. Exemple que je vous donne évidemment, c'est notre plateforme en ligne qui présente pas mal d'outils IA, notamment de préparation, de coaching, de simulation de rendez-vous et de call calling que je vous invite à aller voir. Je vous mets le lien en commentaire, c'est complètement gratuit sur la plateforme Community. Soyez indulgents évidemment, c'est en développement, vous allez voir, mais c'est déjà assez impressionnant pour des outils gratuits. Alors attention maintenant, je vais mettre ici une règle d'or du déploiement, c'est que vous ne lancez pas le cas d'usage numéro 2 quand vous n'avez pas atteint 70% du potentiel et d'usage du cas d'usage numéro 1 dans les équipes. Ne faites pas ça avant. Même si l'équipe est on fire, est très enthousiaste, même si votre comex il veut accélérer, même s'il y a un commercial qui vous dit qu'il a une idée de génie pour ce deuxième cas d'usage et qu'il faut vite le faire, vous restez calme parce que l'adoption du cas numéro 1, il doit devenir une vraie habitude avant de penser à installer une autre habitude supplémentaire comme dans la vie en général. Il ne faut pas que vous divisiez l'attention des commerciaux et leur souci d'intégrer ça dans leur routine avant de passer au K2. Donc à ce stade, vous avez la séquence, vous savez décider s'il faut build ou buy, vous savez comment déployer l'outil correctement, parce que même avec cette séquence qui serait la meilleure du monde, il y a des pièges, des erreurs que nous on a vues, que les VP Sales font assez souvent. Et là en l'occurrence aujourd'hui, je vais vous en parler de 7. Alors aujourd'hui seulement si vous voulez, puisque c'est le sujet d'une autre vidéo où je vous donne les 7 pièges à anticiper précisément quand vous mettez en place des projets IA dans votre équipe commerciale. Vous devez les maîtriser pour garantir le succès de ces projets et faire en sorte que vos équipes elles aillent chercher ce gain de valeur supplémentaire, de productivité et de qualité auprès des prospects. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a aidé à bien structurer la manière dont vous menez vos projets dans les équipes. Si vous voulez aller plus loin, on peut vous aider puisqu'on intègre l'IA dans les équipes commerciales avec les directeurs commerciaux. On les aide à faire ça bien et surtout beaucoup plus rapidement avec des use cases qui sont clairs. Je vous mets le détail dans la description. Allez voir la vidéo sur les 7 pièges. Je vous souhaite d'excellentes ventes et je vous dis à la semaine prochaine.